Dans la vaste immensité silencieuse du cosmos, il existe une planète bleue qui orbite à une distance de près de 150 millions de kilomètres de son étoile. Elle tourne à une vitesse si parfaitement calibrée qu'une de ses moitiés n'a pas le temps de geler jusqu'à la moelle, tandis que l'autre ne peut s'incinérer. Ce monde possède un satellite aux dimensions idéales, provoquant de douces marées à sa surface, une atmosphère contenant exactement 21% d'oxygène et un champ magnétique qui, tel un dôme invisible, repousse le rayonnement solaire mortel. Embarquons pour un voyage à travers les coïncidences les plus stupéfiantes de l'univers. Nous allons comprendre les forces qui vous maintiennent à la surface de la planète. Nous explorerons la conjonction parfaite de circonstances qui a mené à l'apparition de votre ADN et nous découvrirons pourquoi vous respirez le seul mélange gazeux connu dans le cosmos capable de soutenir la vie. Si vous êtes prêt à repenser tout ce que vous croyez savoir sur votre place dans le grand tout, alors préparez-vous à plonger. Imaginez-vous à la surface de Mercure, où la température du sol atteint presque 430 degrés Celsius et est capable de faire fondre le zinc en quelques instants. Puis projetez-vous mentalement sur Mars, où le mercure descend jusqu'à moins 130 degrés et votre souffle se transformerait en glace à peine sorti de vos poumons. Entre ces deux mondes, l'un de feu et l'autre de glace, se trouve une planète située à une distance idéale de son étoile. Ni trop chaud, ni trop froid. Juste ce qu'il faut pour que l'eau puisse exister à sa surface à l'état liquide. Ce secteur étroit autour de chaque étoile, les astronomes le nomment la zone habitable. Bien qu'il existe une appellation plus imagée, la zone boucle d'or, en l'honneur de l'héroïne de contes de fées qui a trouvé sa portion idéale de bouillie. La Terre se situe précisément dans ce juste milieu cosmique où les conditions pour l'émergence de la vie se sont révélées optimales. L'incroyable, c'est le fait qu'un décalage de l'orbite terrestre de seulement 5% plus près du Soleil ferait s'évaporer nos océans, tandis qu'un éloignement des mêmes 5% les condamnerait à un gel éternel, transformant la planète en un globe de glace. Nous existons dans un couloir spatial dont la largeur ne dépasse pas 3% du diamètre total de notre système solaire. C'est comparable à marcher sur une corde raide tendue au-dessus du Grand Canyon. Un seul faux pas dans un sens ou dans l'autre, et c'est la chute assurée. La Terre, elle, maintient son équilibre sur ce fil cosmique depuis plus de 4 milliards d'années, sans commettre la moindre erreur fatale. Lorsque notre système solaire prenait tout juste forme à partir d'un nuage de gaz et de poussière en rotation, la position de chaque planète était déterminée par une multitude de facteurs aléatoires, la vitesse de rotation de la nébuleuse, la densité de ses différentes zones, l'influence gravitationnelle d'étoiles de passage et même l'instant précis de l'allumage de notre Soleil. Toutes ces variables devaient se conjuguer en une combinaison idéale pour que la Terre se retrouve dans sa zone d'habitabilité restreinte. Notre voisine la plus proche, Vénus, n'a raté sa cible que de 40 millions de kilomètres. Ce léger décalage l'a transformée en un monde infernal, avec des pluies d'acide sulfurique et une pression atmosphérique capable d'écraser un sous-marin. Mars, quant à elle, s'est écartée d'une distance comparable, mais dans la direction opposée, pour devenir un désert de glace où l'eau liquide n'est pas apparue à la surface depuis des milliards d'années. Et pourtant, parmi d'innombrables possibilités, la Terre a occupé précisément la position où une chimie complexe a pu prospérer, où l'eau a pu accomplir son cycle et où la température est restée suffisamment stable pour la formation des premières cellules vivantes. Les astronomes ont calculé que la probabilité que de telles conditions apparaissent par pur hasard est si infime qu'il faudrait pour l'écrire un nombre comportant plus de zéro qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Ce fut là la première grande coïncidence qui rendit la vie possible. Cependant, comparé à ce qui nous attend plus loin, la distance idéale par rapport à une étoile n'est que la partie la plus simple de cette énigme. Dans notre ciel nocturne brille un satellite
dont la taille et la position sont si parfaitement ajustées qu'il a déterminé le cours de chaque jour sur Terre, et ce, depuis sa genèse. Notre Lune se trouve à 384 000 km de nous, précisément à la bonne distance pour que, lors des éclipses solaires, son disque apparent coïncide presque parfaitement avec celui du Soleil. Cette conjonction cosmique unique nous permet d'étudier la couronne solaire et à aider les scientifiques à saisir les principes de fonctionnement des étoiles. Cependant, une telle géométrie céleste n'est que le commencement de la contribution de la Lune à l'existence de la vie. Toutes les 6 heures, on peut observer la gravité de notre satellite attirer les océans, les déplaçant le long des côtes selon un rythme qui n'a pas été rompu depuis 4 milliards d'années. Ces marées ne se contentent pas de créer de pittoresques plages, elles brassent les nutriments dans l'eau de mer, l'enrichissant en éléments chimiques essentiels au maintien de la vie. Sans ce brassage, nos mers se transformeraient en étendues d'eau stagnante, impropres à la survie. L'attraction lunaire agit également comme un métronome cosmique qui stabilise la vitesse de rotation de la Terre. Mars, par exemple, possède 2 satellites minuscules dont l'influence gravitationnelle est presque imperceptible, ce qui provoque de fortes oscillations de son axe de rotation. Parfois, ces pôles se retrouvent directement pointés vers le Soleil, ce qui entraîne des écarts de température de plusieurs centaines de degrés capables d'anéantir toute forme de vie naissante. Mais la grande Lune maintient l'inclinaison de notre planète à un angle de 23,5 degrés, assurant une douce alternance des saisons, ce qui a permis à la vie de se propager sur toute la planète. Si la Lune venait à disparaître, la Terre commencerait à culbuter de manière chaotique dans l'espace, telle une toupie cassée. Les scientifiques ont calculé que pour créer des marées stables et maintenir l'axe de rotation, un satellite doit posséder une taille très précisément déterminée par rapport à sa planète. S'il est trop petit, comme le satellite de Mars, il n'aurait pas l'effet souhaité. S'il est trop grand, il entraînerait des conséquences catastrophiques. S'il s'avérait trop massif, ses forces de marée déchireraient la croûte terrestre et évaporeraient les océans. Notre Lune présente un rapport idéal. Sa taille correspond précisément à un quart du diamètre terrestre, une proportion unique dans tout le système solaire. À titre de comparaison, les satellites de Jupiter sont infimes face à leur géante gazeuse. Quant à Charon, le plus grand satellite de Pluton, il n'atteint, par rapport à sa planète, que la moitié de ce rapport. L'incroyable précision des dimensions de notre Lune devient encore plus saisissante quand on se penche sur l'histoire de sa formation. Il y a 4,5 milliards d'années, la protoplanète Theia, de la taille de Mars, est entrée en collision avec la jeune Terre selon un angle précis et à une vitesse idéale. Un impact trop direct aurait entraîné la destruction mutuelle des 2 corps célestes, tandis qu'un choc trop tangentiel aurait simplement renvoyé Theia dans l'espace. Or, la collision s'est déroulée de telle façon qu'elle a éjecté en orbite exactement la quantité de matière nécessaire à la formation d'un satellite de la bonne taille et à la bonne distance. La probabilité d'un tel événement est comparable à celle d'un lancer de fléchettes expédié depuis l'espace qui atteindrait précisément le centre d'une cible sur Terre. Ainsi, lorsque vous contemplerez ce soir le familier disque argenté, rappelez-vous que vous observez la 2e grande coïncidence qui a rendu possible votre propre existence. Plus loin encore, dans les profondeurs de l'espace, un gardien bien plus imposant veille sur notre monde. Sur une orbite 2,5 fois plus éloignée du Soleil que celle de la Terre, gravite un géant capable d'engloutir notre planète, telle une simple bille jetée dans un ballon de basket. La masse de Jupiter dépasse la masse totale de toutes les autres planètes du système solaire réunies. Grâce à sa masse colossale, Jupiter possède un champ gravitationnel extrêmement puissant qui, depuis des milliards d'années, agit comme une sorte d'aspirateur cosmique. Il attire à lui les comètes et les astéroïdes qui, autrement,
auraient pu entrer en collision avec la Terre, provoquant des destructions catastrophiques. Les astronomes observent régulièrement comment ce géant intercepte un énième corps errant venu de l'espace lointain. En 1994, les scientifiques ont été témoins d'un événement unique. La comète Shoemaker-Levy 9, après s'être fragmentée en plusieurs morceaux, s'est écrasée dans l'atmosphère de Jupiter. La puissance des explosions issues de ces collisions a dépassé la taille de la Terre elle-même, et l'énergie libérée était supérieure à celle de toutes les bombes nucléaires détonnées en même temps. À l'origine, cette comète se dirigeait vers le système solaire interne, et notre monde aurait très bien pu être sa cible. Mais la gravité de Jupiter a sauvé la Terre d'un impact capable d'anéantir toute civilisation. Une telle fonction protectrice opère d'ailleurs en permanence, bien qu'à une échelle moindre. Jupiter dévie d'innombrables astéroïdes qui, sans lui, se dirigeraient vers notre planète. Mais son influence ne se limite pas aux simples interceptions de débris spatiaux. Son puissant champ gravitationnel a d'ailleurs contribué à façonner toute l'architecture du système solaire, stabilisant les orbites des petites planètes et empêchant leur collision. Des modélisations informatiques révèlent que sans l'action gravitationnelle de Jupiter, l'orbite terrestre deviendrait instable au fil du temps et qu'en l'espace de millions d'années, notre planète finirait par tomber sur le Soleil. Le géant gazeux se trouve à une distance idéale. Il assure une protection maximale sans perturber l'orbite terrestre. Déplacer Jupiter plus près du Soleil et sa gravité propulserait la Terre dans le froid de l'espace. Éloignez-le davantage, et il cesserait de nous protéger de la ceinture d'astéroïdes située entre lui et Mars. Cette ceinture contient des millions de blocs rocheux, dont certains atteignent la taille de montagnes, et sans le berger gravitationnel que représente Jupiter, ils se seraient dispersés à travers la partie intérieure du système solaire, transformant la Terre en cible. Les scientifiques ont découvert que dans la plupart des systèmes stellaires de notre galaxie, il n'y a pas de planète géante positionnée comme Jupiter. Au lieu de cela, on y trouve des Jupiters chauds, des mondes massifs tournant si près de leurs étoiles qu'ils créent un chaos gravitationnel, condamnant les planètes de type terrestre à chuter dans l'étoile ou à être éjectées dans l'espace interstellaire. Quant à notre Jupiter, elle s'est formée à une distance idéale et a maintenu son orbite stable pendant 4 milliards d'années sans dériver vers le centre du système, comme c'est le cas pour la plupart des géantes gazeuses. Cette stabilité a permis à la vie sur Terre de se développer sans la menace constante de collisions capables de provoquer des extinctions de masse. Le moment de sa formation a également coïncidé parfaitement avec le développement de la Terre, assurant une protection précisément au moment où elle était nécessaire pour l'apparition des océans et de l'atmosphère. Ce protecteur cosmique est la 3e grande coïncidence dans notre système solaire unique. Mais même avec un gardien si puissant, la Terre est constamment exposée à un rayonnement cosmique mortel capable de stériliser toute vie en quelques minutes. À une vitesse de plus d'1,5 million de kilomètres par heure, un flux de particules chargées se dirige vers notre planète, tellement dangereux qu'il pourrait arracher notre atmosphère et transformer la Terre en un rocher sans vie, semblable à Mars. Si ce vent solaire atteignait la surface, il anéantirait toute vie sur la planète en quelques instants. La seule raison pour laquelle vous pouvez vous tenir à l'air libre sans craindre une radiation mortelle, c'est un champ magnétique invisible. Notre planète le génère elle-même et il dévie ses particules dans l'espace, agissant comme un bouclier énergétique géant. Profondément sous la surface, à près de 2500 km de profondeur, dans le noyau externe liquide de la Terre, du fer en fusion bouillonne et se déplace, chauffé à des températures qui dépassent celles de la surface du Soleil. La rotation de la planète force ce métal en fusion à se déplacer selon des trajectoires complexes, ce qui génère de puissants courants électriques.
Ce sont précisément ces courants qui créent le champ magnétique, lequel s'étend dans l'espace sur 60 000 km. Notre planète est enveloppée d'une bulle magnétique invisible, connue sous le nom de magnétosphère, qui sert de bouclier, déviant les flux de particules mortelles provenant du Soleil. Lorsque ces particules entrent en interaction avec notre champ magnétique, des aurores polaires naissent, de grandioses tableaux de lumière verte et bleue dans le ciel, près des pôles. Ces phénomènes captivants sont, en fait, la preuve visible de la manière dont le champ magnétique terrestre repousse avec succès l'assaut du rayonnement solaire. Autrefois, Mars, tout comme la Terre, possédait son propre champ magnétique. Cependant, en raison de sa taille plus modeste, son noyau s'est refroidi et s'est solidifié il y a des milliards d'années. Privé de son noyau liquide, générateur de courants électriques, Mars a perdu sa protection magnétique. En conséquence, le vent solaire a progressivement emporté la majeure partie de l'atmosphère martienne, ne laissant qu'un air raréfié et glacial, rendant la planète inhabitable. Vénus non plus ne possède pas de champ magnétique protecteur et, malgré la présence d'une atmosphère dense, sa surface est bombardée de radiations mortelles pour toute forme de vie que nous connaissons. C'est seulement sur Terre que s'est formée une combinaison unique de taille planétaire, de composition du noyau et de vitesse de rotation, qui a permis de maintenir un champ magnétique pendant des milliards d'années. La force de ce champ est parfaitement équilibrée pour l'existence de la vie. Si elle était trop faible, le rayonnement solaire finirait par détruire notre atmosphère, comme cela s'est produit sur Mars. Si le champ était excessivement puissant, il capterait tant d'énergie solaire que les couches supérieures de l'atmosphère surchaufferaient, grillant littéralement la surface de la planète. Comme les scientifiques l'ont établi, l'intensité du champ magnétique terrestre est restée étonnamment constante tout au long de son histoire, variant de moins de 20%. Cette stabilité s'est maintenue même pendant les périodes d'inversion des pôles magnétiques, quand le champ s'affaiblissait temporairement. C'est précisément cette protection fiable qui a assuré la continuité de l'évolution de la vie pendant 4 milliards d'années. En outre, le champ magnétique protège la très fragile base chimique de la vie. Le rayonnement cosmique de haute énergie peut détruire l'ADN et d'autres molécules complexes. Sans notre bouclier magnétique, les éléments constitutifs de la vie se désintégreraient plus vite qu'ils n'auraient pu se former, ce qui rendrait l'émergence de l'évolution impossible. Ce bouclier invisible est la 4e grande coïncidence qui rend la Terre habitable. Mais il ne nous protège que des menaces extérieures. L'air que vous respirez en ce moment même constitue un système encore plus finement réglé. Prenez une grande inspiration et réfléchissez-y. Vous inspirez un mélange gazeux équilibré avec une telle précision que la modification de l'un de ses composants, même de quelques pourcents seulement, rendrait notre planète invivable. Notre atmosphère est composée précisément de 21% d'oxygène, de 78% d'azote et d'infimes quantités d'argon, de dioxyde de carbone et d'autres éléments. C'est une combinaison unique, la seule connue dans l'univers, capable de maintenir une vie complexe. Imaginez que la teneur en oxygène s'élèverait à 25%. Alors, la moindre étincelle provoquerait des incendies colossaux capables de raser des continents entiers. L'excès d'oxygène rendrait les matières organiques si facilement inflammables que les éclairs provoqueraient des tempêtes de feu mondiales, empêchant la formation de forêts et de prairies. Et si le niveau d'oxygène tombait à 16%, vous ne pourriez tout simplement pas en obtenir une quantité suffisante pour alimenter votre cerveau et vos muscles. Même en respirant normalement, vous vous étoufferiez lentement. L'azote, qui constitue l'essentiel de notre atmosphère, ne joue pas seulement un rôle de diluant, maintenant une concentration d'oxygène sûre. Il crée la pression atmosphérique nécessaire pour que l'eau à la surface de la Terre reste à l'état liquide. Sans une quantité suffisante d'azote, l'eau s'évaporerait simplement dans l'espace. D'un autre côté,
un excès d'azote créerait une pression si élevée que l'évaporation de l'eau deviendrait impossible, rompant ainsi le cycle qui distribue l'humidité sur toute la planète. La faible quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui représente actuellement environ 400 parties par million, assure précisément le niveau d'effet de serre qui maintient la température moyenne de la Terre au-dessus du point de congélation. Si l'on doublait cette concentration, un effet de serre incontrôlable transformerait notre planète en un enfer vénusien. Et si l'on réduisait cette concentration de moitié, les glaces recouvriraient la Terre d'un pôle à l'autre, reflétant une telle quantité de lumière solaire qu'elle gèlerait à jamais. Cette composition atmosphérique unique s'est formée pendant des milliards d'années au cours de processus incroyablement complexes. Progressivement, des bactéries photosynthétiques ont commencé à libérer de l'oxygène comme sous-produit, modifiant lentement la composition de l'atmosphère pendant 2 milliards d'années. Cette transition d'un milieu anoxique à un milieu saturé en oxygène a constitué l'une des transformations chimiques les plus spectaculaires de l'histoire de la Terre. Lors de ce que l'on appelle la grande oxydation, le taux d'oxygène a monté si brutalement que cela a entraîné l'extinction de la plupart des organismes de l'époque, mais a simultanément ouvert la voie à l'évolution de ceux qui s'étaient adaptés à la respiration de l'oxygène. Il est frappant de constater que la concentration d'oxygène dans notre atmosphère se maintient stable, et ce, depuis des centaines de millions d'années, à 21%. Ceci se produit malgré des processus géologiques et biologiques constants qui, théoriquement, auraient dû altérer cet équilibre. Une telle stabilité suggère l'existence d'un système de rétroaction globale qui régule automatiquement la composition de l'air, maintenant les conditions propices à la vie. De plus, notre atmosphère assure un niveau de protection idéal contre les rayons ultraviolets destructeurs, tout en restant transparente à la lumière visible qui atteint la surface. Cette fenêtre optique, comme on l'appelle, non seulement permet la photosynthèse, mais protège également l'ADN des organismes vivants contre les dommages. En respirant ce mélange d'air parfait, vous vous appuyez sur la 5e grande coïncidence, sans laquelle la vie serait impensable. Cependant, la substance la plus étonnante sur notre planète n'est pas l'air, mais l'eau, dont vous êtes fait. Chaque goutte d'eau défie les lois fondamentales de la chimie de telle manière qu'elle permet à la vie d'exister. Selon tous les calculs chimiques, aux températures terrestres, l'eau devrait être un gaz. Si l'on compare sa masse moléculaire et sa structure à des composés similaires, comme le sulfure d'hydrogène, toutes les formules indiquent que l'eau devrait bouillir à une température de moins 73 degrés Celsius et être présente dans l'atmosphère exclusivement sous forme de vapeur. Contre toute attente, l'eau reste liquide précisément dans la plage de température nécessaire à l'existence de la vie. Ce comportement qui semble impossible s'explique par les liaisons hydrogènes, de faibles liaisons électriques entre les molécules d'eau qui se forment et se rompent des milliards de fois par seconde. Ce sont précisément ces liaisons qui confèrent à l'eau des propriétés uniques, sans équivalent nulle part dans l'univers tel que nous le connaissons. L'une de ces propriétés est la dilatation lors de la congélation, ce qui permet à la glace de ne pas couler, mais de flotter à la surface. Si la glace se comportait comme d'autres solides et coulait au fond, les lacs et les océans gèleraient de bas en haut. Cela transformerait notre planète en une boule de glace qui ne fondrait plus jamais. La glace flottante crée une couche thermoisolante, maintenant l'eau en dessous à l'état liquide et permettant à la vie de survivre même aux périodes glaciaires. L'eau est également capable de retenir la chaleur mieux que presque toute autre substance, ce qui en fait un régulateur thermique idéal pour les organismes vivants. Votre corps est composé à 60% d'eau et c'est sa capacité thermique qui maintient une température interne stable, même lorsque les conditions environnementales changent radicalement. Quant aux océans, ils accumulent une quantité colossale d'énergie solaire et la libèrent lentement,
adoucissant le climat de la planète et prévenant les variations de température extrêmes, néfastes pour la plupart des formes de vie. Les propriétés chimiques de l'eau sont tout aussi étonnantes. Elle dissout plus de substances que tout autre liquide, ce qui lui vaut le nom de solvant universel. Cette capacité permet à l'eau de transporter les éléments nutritifs, les minéraux et les déchets métaboliques au sein de votre corps, ainsi que de véhiculer les composés chimiques à l'échelle d'écosystèmes entiers. Le sang, la sève des plantes et le liquide intracellulaire sont autant de solutions aqueuses qui acheminent les substances essentielles là où elles sont nécessaires. Les molécules d'eau forment également la structure idéale pour les molécules biologiques complexes. L'ADN, les protéines et les autres composants clés des cellules n'acquièrent leur forme fonctionnelle qu'en interagissant avec l'eau qui les entoure. Le cycle de l'eau dans la nature semble lui-même avoir été conçu spécifiquement pour soutenir la vie. Ce mécanisme global évapore l'eau des océans, la purifie dans les nuages et la restitue aux terres sous forme de précipitations d'eau douce. Un système de distillation à l'échelle planétaire fonctionne sans relâche depuis des milliards d'années, recyclant et purifiant sans cesse l'eau dont nous dépendons tous. L'eau est la 6e grande coïncidence qui fait de votre existence une réalité. Mais même cette substance magique aurait pu être inutile si la Terre ne tournait pas à une vitesse parfaitement ajustée. Notre planète effectue une rotation en 24 heures et c'est une calibration d'une telle précision qu'un écart de seulement quelques heures la rendrait inhabitable. Imaginez que la Terre tourne 2 fois plus vite et que les journées ne durent que 12 heures. Une telle rotation accélérée engendrerait des vents permanents dépassant les 480 km à l'heure qui raseraient toute construction et déracineraient les arbres. La vie terrestre serait impossible dans les conditions d'un tel ouragan incessant. Maintenant, imaginez l'inverse. La Terre tourne 2 fois moins vite et qu'une journée dure 48 heures. Pendant la longue journée, le Soleil embraserait la surface à une température dépassant les 90 degrés Celsius, tandis que le côté nocturne gèlerait jusqu'à -101 degré. Des variations de températures aussi colossales engendreraient des tempêtes d'une puissance dévastatrice, telles que même les ouragans les plus violents paraîtraient de simples brises légères. La vitesse de rotation actuelle de notre planète, avec son cycle diurne de 24 heures, crée un équilibre thermique impeccable. Elle permet au Soleil de réchauffer la surface terrestre sans jamais la surchauffer, puis accorde à la planète suffisamment de temps pour se refroidir, mais sans jamais la laisser geler complètement. Ce rythme demeure d'une stabilité étonnante depuis des milliards d'années. Bien que l'influence gravitationnelle de la Lune ralentisse progressivement la rotation terrestre d'environ 1 seconde tous les 50 000 ans, ce cycle diurne constant a néanmoins servi de fondement à tous les aspects de la vie sur notre planète. Même les processus biochimiques au sein de vos cellules obéissent à des rythmes circadiens précisément calés sur cette rotation planétaire de 24 heures. La vitesse de rotation de la Terre génère également l'effet Coriolis, lequel façonne les systèmes météorologiques et les courants océaniques responsables de la répartition de la chaleur sur l'ensemble du globe terrestre. De plus, cette rotation génère le champ magnétique terrestre, embrassant le fer en fusion dans le noyau de la planète. Une rotation plus lente affaiblirait ce bouclier magnétique, laissant les rayonnements solaires dévastateurs détruire l'atmosphère. Mars tourne à une vitesse presque identique à celle de la Terre. Sa journée dure 24 heures et 37 minutes. Cependant, la planète rouge ne possède pas de grands satellites qui stabiliseraient sa rotation, ce qui entraîne d'importantes oscillations de l'axe de Mars au fil des millénaires. Cette instabilité provoque des changements climatiques extrêmes, empêchant la formation d'écosystèmes stables. Vénus, en revanche, tourne si lentement que son jour dure 243 jours terrestres, c'est-à-dire plus longtemps que son année.
Une rotation si lente permet au Soleil de chauffer une seule face de la planète pendant des mois, ce qui crée des conditions infernales à sa surface, avec des températures dépassant les 480 degrés Celsius. La vitesse de rotation de la Terre est la 7e grande coïncidence qui a rendu possible l'existence de la vie. Cependant, l'axe de rotation de notre planète présente une inclinaison, créant des conditions encore plus favorables. La Terre est inclinée d'exactement 23 degrés et demi, ce qui assure une douce alternance des saisons, permettant à la vie de prospérer partout sur la planète depuis des milliards d'années. Sans cette inclinaison, il n'y aurait pas d'alternance des saisons sur Terre. L'équateur resterait brûlant toute l'année et les pôles éternellement emprisonnés dans la glace, ce qui formerait des zones climatiques extrêmes et limiterait la vie à une bande étroite dans les latitudes moyennes. Si l'inclinaison augmentait jusqu'à 45 degrés, l'alternance des saisons deviendrait si rude qu'elle stériliserait la majeure partie de la planète. Bien que l'inclinaison de l'axe de Mars soit de 25 degrés, ce qui est très proche de celui de la Terre, il lui manque un satellite majeur pour stabiliser cette position. En conséquence, au fil des millénaires, l'inclinaison de l'axe martien oscille entre 15 et 35 degrés, provoquant des changements climatiques radicaux. L'inclinaison de l'axe terrestre de 23 degrés et demi crée un équilibre parfait. La chaleur estivale fait fondre la neige et la glace hivernale, fournissant de l'eau douce aux plantes et aux animaux, tandis que les gelées hivernales freinent la propagation des bactéries nuisibles et des parasites. Le printemps et l'automne servent de période de transition, permettant aux organismes vivants de s'adapter progressivement aux conditions changeantes. Ces rythmes saisonniers sont à la base d'écosystèmes complexes où différentes espèces dépendent du comportement saisonnier les unes des autres. Les courants océaniques dépendent également des variations saisonnières de température dues à l'inclinaison de la Terre. C'est sur ces changements saisonniers que sont fondés les cycles agricoles, lesquels ont permis à la civilisation humaine de naître et de se développer. Sans une succession prévisible des saisons, l'agriculture deviendrait impossible. L'inclinaison idéale de l'axe terrestre est la 8e grande coïncidence qui rend possible l'existence d'une vie complexe. Cependant, la position de notre planète dans la galaxie offre un niveau de protection encore plus vaste. La Terre gravite autour du Soleil, dans la banlieue tranquille de la Voie lactée, précisément dans la région où la vie peut survivre, en évitant les menaces cosmiques qui stériliseraient les planètes proches du centre galactique. Notre système solaire se trouve à 26 000 années-lumière de celui-ci, dans une zone que les astronomes nomment la zone galactique habitable. Si nous nous situions 2 fois plus près du noyau de la galaxie, le rayonnement mortel du trou noir supermassif en son centre arracherait l'atmosphère de la Terre. Et si nous étions 2 fois plus loin, notre coin de l'espace manquerait tout simplement d'éléments lourds tels que le carbone, l'oxygène et le fer, absolument essentiels à l'apparition de la vie. Près du centre galactique, les étoiles sont si densément concentrées que leurs interactions gravitationnelles perturberaient constamment les orbites des planètes. De plus, les étoiles massives au cœur ne vivent que quelques millions d'années avant d'exploser en supernova, générant des vagues de rayonnement capables d'anéantir toute vie naissante. Au cœur même de la galaxie se cache un trou noir, dont la masse dépasse de 4 millions de fois celle du Soleil. Ce monstre engloutit périodiquement les étoiles et les nuages de gaz avoisinants en émettant des flashs de rayons X et de rayons gamma capables de détruire les couches d'ozone des planètes sur une distance de plusieurs centaines d'années-lumière. L'éloignement de la Terre de ce four cosmique nous protège efficacement. Notre système solaire se déplace également à travers la galaxie à une vitesse parfaitement calibrée, ce qui lui permet d'éviter la plupart des dangers. Nous effectuons une révolution autour du centre de la Voie lactée en 230 millions d'années, en nous déplaçant suffisamment vite pour ne pas nous retrouver dans les bras spiraux, où se concentre la majorité des explosions de supernovas. Même les dimensions et le type de notre galaxie favorisent l'existence de la vie.
La Voie lactée est suffisamment massive pour produire des éléments lourds, mais pas au point que son noyau ne devienne excessivement actif et dangereux. Notre emplacement sûr dans la galaxie constitue la 9e grande coïncidence qui a rendu la vie possible. Cependant, il s'avère que les lois fondamentales de la physique elle-même sont comme finement réglées pour notre existence. L'univers fonctionne selon des constantes fondamentales ajustées avec une précision incroyable, comme si quelqu'un avait réglé les régulateurs universels à des valeurs idéales, indispensables à l'apparition de la matière, de l'énergie et de la vie. Par exemple, la gravité vous maintient sur Terre, avec une force qui permet aux étoiles et aux planètes de se former, sans pour autant détruire les atomes. Si l'on augmentait la force de gravité d'une seule partie sur 10 puissance 37, les étoiles se seraient consumées en des millions et non des milliards d'années, ne laissant ainsi pas le temps à l'évolution de la vie. De même, l'interaction nucléaire forte lie les protons et les neutrons au sein des noyaux atomiques avec une telle force qu'elle permet l'existence de toute la table périodique des éléments. Si cette force était légèrement plus faible, les noyaux atomiques se désintégreraient et il ne resterait que de l'hydrogène dans l'univers. Augmenté en la puissance, et tout l'hydrogène de l'univers se transformerait en éléments plus lourds, ne laissant ni carburant pour les étoiles, ni eau pour l'émergence de la vie. À son tour, la force électromagnétique dicte comment les atomes se combinent en molécules. Une déviation de sa valeur de seulement 4% aurait pour conséquence que les atomes de carbone perdraient la capacité de former les chaînes moléculaires complexes qui sont à la base des organismes vivants. Même le rythme d'expansion de l'univers lui-même semble parfaitement ajusté. Si elle s'étendait trop rapidement, la matière serait tellement diffuse que la gravité ne pourrait pas la rassembler en galaxies et en étoiles. En cas d'expansion trop lente, l'univers s'effondrerait sur lui-même pour redevenir une singularité bien avant que les étoiles n'aient eu le temps de se former. Les cosmologistes ont estimé que les constantes fondamentales de la nature doivent se situer dans des fourchettes de valeurs étonnamment étroites pour que l'univers puisse soutenir la vie. La probabilité d'une apparition aléatoire de telles conditions est si infime qu'il faudrait pour sa réalisation davantage d'univers qu'il n'y a d'atomes dans la partie observable de l'espace. Cet étalonnage parfait constitue la 10e grande coïncidence qui rend notre existence réelle. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que notre univers n'est que l'un d'une multitude innombrable au sein d'un gigantesque multivers et que nous nous trouvons simplement dans ce rare recoin où les constantes ont, par pur hasard, coïncidé de la bonne manière. D'autres suggèrent que ces constantes sont la conséquence de lois physiques plus profondes qui ont prédéterminé leur valeur, rendant possible l'émergence de la vie. Cependant, la gravité elle-même mérite un examen plus attentif et distinct. La force de gravité façonne absolument toutes les structures de l'univers, et son intensité est réglée avec une telle précision qu'une déviation minime rendrait impossible l'existence des étoiles, des planètes et de la vie elle-même. Imaginez que la gravité soit 2 fois plus puissante. Les étoiles s'effondreraient sous leur propre poids et brûleraient leur carburant nucléaire en des millions d'années au lieu de milliards. Une attraction gravitationnelle plus intense aplatirait également les planètes rocheuses, les transformant en de denses sphères métalliques. Imaginez maintenant la situation inverse, où la gravité serait 2 fois moins forte. Dans ce cas, les nuages de gaz cosmiques ne se contracteraient jamais avec une force suffisante pour déclencher la fusion thermonucléaire. L'univers demeurerait un endroit sombre et froid. Dans notre univers, la gravité est calibrée avec une telle précision qu'elle permet aux étoiles de brûler de manière stable pendant des milliards d'années, tout en maintenant des orbites planétaires stables. Cet équilibre parfait assure les conditions nécessaires à la nucléosynthèse stellaire, ce processus au cours duquel des éléments lourds tels que le carbone, l'oxygène et le fer sont créés au cœur des étoiles. La gravité fixe également la taille maximale des planètes propices à la vie.
Une attraction trop forte génère une pression atmosphérique si élevée que l'eau ne peut exister sous forme liquide. Si la gravité est trop faible, l'atmosphère s'échappe et se dissipe dans l'espace. La constante gravitationnelle est, selon toute vraisemblance, la même en tout point de l'univers et demeure inchangée depuis le Big Bang. Cette universalité permet aux mêmes processus physiques qui ont façonné la Terre d'opérer partout dans le cosmos. En outre, la gravité génère des forces de marée qui ont influencé l'évolution de la Terre de mille et une manières. L'attraction de la Lune crée les marées océaniques qui ont peut-être donné naissance à ces mêmes plans d'eau où la vie ancienne a effectué sa toute première transition de l'eau vers la terre ferme. Ces mêmes forces ralentissent progressivement la rotation de notre planète. La capacité des oiseaux et des insectes à voler est intimement liée à la valeur précise de la gravité. Elle est suffisamment faible pour être surmontée par la portance, mais suffisamment forte pour créer la résistance de l'air nécessaire à un mouvement contrôlé. Cette même force fondamentale agit aussi à des échelles cosmiques grandioses, maintenant ensemble de gigantesques amas de galaxies. La force de gravité, parfaitement ajustée, est également une condition essentielle à la formation des trous noirs lors du stade final de l'existence des étoiles massives. Ces objets servent de véritables centres de recyclage cosmique en disséminant les éléments lourds à travers l'univers. Ainsi, la gravité se présente comme la 11e grande coïncidence qui fait de notre existence une réalité. Et elle agit en parfaite harmonie avec les forces nucléaires, celles-là même qui donnent naissance aux éléments essentiels à la vie. Au cœur de chaque étoile, ces forces opèrent avec une précision incroyable, synthétisant les éléments chimiques dont est également bâti votre corps. Leur intensité est idéalement calibrée pour la production de carbone, d'oxygène et de tous les autres atomes sans lesquels la vie serait inconcevable. C'est l'interaction nucléaire forte qui assure le maintien des protons et des neutrons au sein des noyaux atomiques, contrecarrant la force électromagnétique qui cherche à repousser les protons chargés positivement les uns des autres. Cet équilibre cosmique des forces est d'une telle délicatesse que si l'interaction forte ne différait que de 2%, la synthèse des atomes de carbone serait rendue impossible. Au cœur des étoiles massives, où la température atteint 100 millions de degrés, les noyaux d'hydrogène engagent une réaction de fusion, formant progressivement des éléments plus lourds. Dans un premier temps, l'hydrogène se transforme en hélium. Puis, les noyaux d'hélium fusionnent, produisant du beryllium, un élément extrêmement instable qui se désintègre presque instantanément, à moins que, durant le très court instant de son existence, il ne parvienne à capter un autre noyau d'hélium. C'est ainsi que, au cours d'un processus que les astronomes considéraient, au départ, comme pratiquement impossible, le carbone prend naissance. L'existence de la résonance nucléaire, qui rend possible la formation du carbone, avait été prédite théoriquement par l'astronome Fred Hoyle, bien avant sa confirmation expérimentale. Hoyle avait déterminé que, pour la synthèse du carbone, un niveau d'énergie bien précis était requis dans son noyau. Lorsque les physiciens expérimentateurs se sont lancés à leurs recherches, ils ont découvert ce niveau, exactement comme l'avaient prédit les calculs de Hoyle. C'est grâce à cette résonance que le carbone est devenu un élément suffisamment répandu pour constituer la base de toutes les molécules biologiques connues. Les interactions nucléaires sont également responsables de la synthèse de l'oxygène. Si l'interaction nucléaire forte était un tant soit peu plus intense, tout le carbone se transformerait trop vite en oxygène, ne laissant aucune matière première pour la vie organique. Et si elle était un peu plus faible, l'oxygène n'aurait pu se former du tout. Le produit final des réactions thermonucléaires au sein des étoiles est le fer, car son noyau présente une stabilité exceptionnelle. Un équilibre aussi parfait permet aux étoiles de briller de manière stable pendant des milliards d'années. Lorsqu'une étoile massive épuise ses réserves de carburant nucléaire, elle s'effondre et explose en supernova, dispersant dans le cosmos tous les éléments lourds qu'elle a synthétisés.
La puissance de ces cataclysmes stellaires est si grande qu'elle permet la formation d'éléments plus lourds que le fer. À son tour, l'interaction nucléaire faible régit les processus de désintégration radioactive qui réchauffent les entrailles de la Terre et soutiennent le mouvement des plaques tectoniques. Privée de cette source interne de chaleur, notre planète se serait transformée en un bloc de glace. Ces interactions parfaitement calibrées constituent la 12e grande coïncidence qui a rendu possible notre existence. Cependant, parmi la multitude d'éléments, un seul revêt une importance toute particulière pour la vie. Les atomes de carbone sont dotés de la propriété unique de former des liaisons solides, aussi bien entre eux qu'avec d'autres éléments. Cette capacité leur permet de créer des composés chimiques extrêmement complexes qui sont à la base de toute la biologie que nous connaissons, des structures sans équivalent dans l'univers. L'unicité du carbone réside dans la capacité de chacun de ces atomes à former 4 liaisons chimiques stables. Cette propriété lui permet de se lier à d'autres atomes de carbone, formant des chaînes, des anneaux et des structures tridimensionnelles d'une complexité et d'une échelle pratiquement illimitées. Aucun autre élément ne possède une telle polyvalence. Même le silicium, le plus proche analogue chimique du carbone, n'est capable de créer de longues chaînes que dans des conditions de laboratoire contrôlées. Grâce à sa capacité à former des liaisons, le carbone peut créer des millions de molécules diverses, en utilisant seulement quelques types d'atomes. Si l'on combine le carbone avec l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre, on peut obtenir l'ADN, les protéines, les lipides, les glucides et toute autre molécule constituant la base de la vie. La chimie du carbone fonctionne admirablement en milieu aqueux, formant des liaisons stables mais suffisamment flexibles. Le carbone est à la base de l'ADN, la molécule qui stocke l'information génétique de tous les organismes vivants. La structure de la double hélice de l'ADN dépend directement des atomes de carbone qui forment son squelette sucre-phosphate. C'est cette ossature même qui confère à la molécule sa stabilité et permet la lecture et la copie du code génétique. Les protéines, véritables machines moléculaires qui accomplissent la plupart des tâches biologiques, se replient en des formes tridimensionnelles extrêmement complexes, déterminées par la séquence de leurs acides aminés contenant du carbone. Le cycle du carbone unit toute vie sur Terre en assurant le mouvement de ces atomes entre l'atmosphère, les océans et les êtres vivants. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone de l'air et, par la photosynthèse, en créent des molécules organiques. Les animaux, à leur tour, mangent les plantes et renvoient le carbone dans l'atmosphère par la respiration. Maintenant ce cycle depuis des milliards d'années. L'abondance même du carbone dans l'univers est le résultat de résonances nucléaires précises qui permettent aux étoiles de le synthétiser à partir de l'hélium. Sans ces processus physiques finement ajustés, le carbone serait trop rare pour soutenir la chimie complexe de la vie. Les propriétés uniques du carbone constituent la 13e grande coïncidence qui rend possible l'existence de la vie complexe. Or, son apparition même a exigé une séquence d'événements encore plus improbables. Il y a 4 milliards d'années, dans les bassins chauds de la Terre primitive, les molécules ont commencé à faire ce qui ne s'était jamais produit auparavant dans l'univers. Elles ont appris à s'auto-répliquer. Cette transition de la chimie simple à l'autoréplication constitue l'un des événements les plus stupéfiants de l'histoire. Les scientifiques ont estimé que la probabilité qu'une molécule autoréplicante apparaisse par hasard est inférieure à une chance sur 10 à la puissance de 40 000, alors que dans tout l'univers observable, il n'y a que 10 à la puissance de 80 atomes. La première molécule autoréplicante s'est heurtée à un défi quasiment insoluble. Elle devait posséder une complexité suffisante pour porter les instructions de sa propre création et être à la fois assez simple pour s'assembler spontanément à partir du bouillon chimique de la Terre primitive. La molécule d'ADN, portant l'information génétique dans les organismes modernes, est trop complexe pour se former spontanément. C'est pourquoi les scientifiques supposent que la vie a pris naissance avec l'ARN,
un parent plus simple de l'ADN, capable à la fois de stocker l'information et de catalyser les réactions. Selon l'hypothèse du monde à ARN, à l'aube de notre planète, les océans étaient remplis d'une multitude innombrable d'acides ribonucléiques. À la suite d'une chaîne d'événements aléatoires extrêmement improbables, est apparue une molécule d'ARN unique, capable de créer ses propres copies, bien que non parfaites. Ces imprécisions de copie, connues sous le nom de mutations, engendraient parfois de nouvelles molécules d'ARN qui se révélaient mieux adaptées à la survie et à l'autoréplication. Le processus d'évolution moléculaire nécessitait un équilibre d'une extrême subtilité. La fréquence des mutations devait être parfaitement équilibrée pour permettre des avancées tout en préservant la stabilité du patrimoine génétique. La transition du monde de l'ARN à celui de l'ADN a été rendue possible grâce à une nouvelle série de coïncidences incroyables. La molécule d'ADN est bien plus stable que sa prédécesseur, mais elle est dépourvue de la capacité de catalyser elle-même son processus de réplication. La vie a dû créer des enzymes protéiques pour copier l'ADN, mais la synthèse de ces mêmes protéines exigeait des mécanismes à ARN. Ce classique dilemme de l'œuf et de la poule impliquait une coordination du plus haut niveau. L'émergence du code génétique ajoute une strate supplémentaire de hasard étonnant. Ce code, qui traduit les séquences de nucléotides de l'ADN en séquences d'acides aminés pour les protéines, est pratiquement identique chez tous les organismes vivants sur Terre. L'émergence de la vie autoréplicatrice fut la 14e coïncidence grandiose qui, en fin de compte, a conduit à votre avènement. Cependant, pour survivre, elle a dû affronter des catastrophes mondiales qui, à maintes reprises, ont poussé tout le vivant au bord de l'anéantissement total. Tout au long de l'histoire de la Terre, la planète a été secouée par des extinctions massives, opérant avec la précision d'un sculpteur cosmique. En effet, chacune de ces catastrophes éliminait précisément les espèces qui entravaient le développement de formes de vie plus complexes. Le plus célèbre de ces événements s'est produit il y a 66 millions d'années, lorsqu'un astéroïde d'environ 10 km de diamètre est entré en collision avec la Terre, libérant une énergie équivalente à 10 milliards de bombes atomiques. Ce cataclysme a mis un terme à l'ère des dinosaures, mais a simultanément libéré de nombreuses niches écologiques. Ceci a permis aux petits mammifères de connaître un développement fulgurant qui a, en fin de compte, abouti à l'émergence de toute la diversité des espèces modernes, y compris l'être humain. Sans cette catastrophe, survenue à un moment parfaitement opportun, les dinosaures seraient très probablement encore la force dominante dans les écosystèmes de la planète. La chute de l'astéroïde a agi comme une véritable réinitialisation de l'horloge évolutive, offrant aux mammifères la chance de croître en taille et de développer un cerveau complexe, jetant ainsi les bases de l'intelligence humaine. La grande extinction survenue il y a 250 millions d'années était d'une ampleur encore plus colossale. Elle entraîna la disparition de 96% de toutes les espèces marines et de 70% des vertébrés terrestres. Pourtant, c'est précisément cette catastrophe qui a ouvert la voie aux petits reptiles pour évoluer en dinosaures, ce qui, à son tour, prépara le terrain à la future domination des mammifères. Chaque grande extinction éliminait les formes de vie dominantes qui freinaient le développement d'autres groupes d'organismes. Les causes de ces extinctions massives ressemblent à une liste de cataclysmes cosmiques et planétaires parfaitement synchronisés. Les éruptions volcaniques les plus puissantes, les chutes d'astéroïdes, les changements climatiques radicaux. Et pourtant, malgré tout cela, la vie s'est inlassablement régénérée après les catastrophes, devenant à chaque fois plus complexe et plus diversifiée. Ce processus cyclique suggère que les extinctions massives servent en quelque sorte de bouton de réinitialisation pour l'évolution. Sans de tels bouleversements périodiques, l'évolution aurait pu stagner. L'espèce Homo sapiens s'est forgée dans les conditions rudes de la dernière période glaciaire. Cette époque fut marquée par une succession de cataclysmes climatiques
qui ont contraint nos ancêtres à évoluer. Ils ont développé un cerveau plus volumineux, perfectionné leurs outils et bâti des liens sociaux complexes. Et ces catastrophes, survenues à point nommé, sont considérées comme la 15e grande coïncidence de l'histoire de la planète. Cependant, une seule et unique invention évolutive a modifié en profondeur les principes du fonctionnement de la vie sur Terre. Il y a 3 milliards d'années, des bactéries microscopiques qui peuplaient les anciens océans ont maîtrisé un processus chimique unique qui a transformé notre planète d'une roche inerte en la biosphère foisonnante que nous observons aujourd'hui. Ces anciennes cyanobactéries ont découvert un moyen de capter l'énergie de la lumière du Soleil et de l'utiliser pour synthétiser des molécules organiques à partir d'eau et de dioxyde de carbone. Ce processus, appelé photosynthèse, a donné accès à une nouvelle source d'énergie qui ne dépendait pas des réserves limitées de composés chimiques. Avant son apparition, la vie existait sur une ration extrêmement maigre. Un tel déficit énergétique rendait la vie primitive et rare. La photosynthèse a ouvert l'accès à une ressource énergétique qui dépassait de 10 000 fois en volume tout ce qui était accessible aux organismes vivants jusqu'alors. La lumière du Soleil frappe la surface de la planète avec une puissance si colossale que l'énergie que la Terre reçoit en une seule heure suffirait à subvenir à tous les besoins de la civilisation humaine pendant toute une année. Les cyanobactéries ont su tirer parti de ce réservoir inépuisable, posant ainsi les fondations de toute la vie complexe ultérieure. À première vue, la formule de la photosynthèse est trompeusement simple. L'union du dioxyde de carbone, de l'eau et de la lumière solaire produit du sucre et de l'oxygène. Or, derrière cette apparente simplicité se dissimule l'un des mécanismes moléculaires les plus sophistiqués jamais conçus par l'évolution. L'appareil photosynthétique regroupe des dizaines de protéines et de pigments agencés avec une précision chirurgicale, dont le travail harmonieux permet de capter l'énergie lumineuse et de la transformer en énergie chimique. Ce qu'il y a de plus étonnant dans la photosynthèse, c'est sa capacité à scinder les molécules d'eau, l'un des composés chimiques les plus stables de l'univers. Pour cliver l'eau, il faut une quantité colossale d'énergie. Et pourtant, les cyanobactéries ont appris à le faire en n'utilisant que la lumière du Soleil. C'est cette réaction même, libérant l'oxygène comme sous-produit, qui a marqué le début d'une refonte complète de l'atmosphère terrestre. Pendant plus d'1 milliard d'années, les bactéries photosynthétiques n'ont cessé de saturer l'atmosphère terrestre en oxygène, tout en absorbant parallèlement le dioxyde de carbone. Cet événement, connu sous le nom de grande catastrophe de l'oxygène, fut funeste pour la plupart des formes de vie existantes à l'époque. Elles évoluaient dans un milieu dépourvu d'oxygène et l'oxygène leur était toxique, tout comme le cyanure. Ainsi, l'augmentation de la concentration d'oxygène a provoqué le premier effondrement écologique global de l'histoire de la planète, détruisant des écosystèmes entiers de micro-organismes anciens. Pourtant, c'est précisément cette transformation atmosphérique qui a créé les conditions propices à l'émergence de la vie complexe. Les organismes utilisant l'oxygène pour leur respiration sont capables d'extraire des aliments 20 fois plus d'énergie que leurs homologues anaérobies. Une telle abondance énergétique a permis aux êtres vivants de devenir plus grands, de se déplacer plus rapidement et de développer des structures complexes telles que le cerveau, les yeux et des systèmes nerveux ramifiés. De plus, la photosynthèse a conduit à la formation de la couche d'ozone, qui protège la surface de la planète des rayonnements ultraviolets mortels. Dans les couches supérieures de l'atmosphère, l'oxygène, sous l'action du Soleil, se transforme en ozone, créant un bouclier protecteur. C'est ce bouclier qui, avec le temps, a permis à la vie de quitter les profondeurs océaniques sûres et de commencer la colonisation de la terre ferme. L'avènement de la photosynthèse a exigé toute une série d'innovations moléculaires extrêmement improbables. Les complexes capteurs de lumière ont dû apprendre à capturer les photons
et à transmettre leur énergie sans la dissiper sous forme de chaleur. Les centres réactionnels ont dû maîtriser l'utilisation de l'énergie lumineuse pour lancer des processus chimiques qui, dans des conditions normales, exigent des températures très élevées. Enfin, un mécanisme a dû apparaître capable de rompre les liaisons dans l'une des molécules les plus stables de la nature, la molécule d'eau. La photosynthèse moderne se distingue par une efficacité de quasiment 100%, transformant presque chaque photon absorbé en énergie chimique utile. Un tel degré d'optimisation témoigne de milliards d'années de perfectionnement évolutif. Pourtant, il est frappant de constater que le mécanisme fondamental de la photosynthèse semble être apparu très tôt dans l'histoire de la Terre et est resté quasiment inchangé depuis lors. La révolution photosynthétique constitue la 16e grande coïncidence qui a ouvert la voie au développement de la vie complexe. Cependant, cette innovation biologique n'a pu réaliser son potentiel que parce que la géologie de la Terre lui avait préparé des conditions idéales. Juste sous vos pieds, d'énormes blocs de roches, connus sous le nom de plaques tectoniques, se déplacent à la surface de la planète à la vitesse à laquelle les ongles poussent, renouvelant sans cesse la croûte terrestre et en maintenant des conditions favorables à la vie. La tectonique des plaques est un convoyeur planétaire qui opère sans relâche depuis plus de 3 milliards d'années. Dans les zones des dorsales volcaniques sous-marines, où la roche en fusion remonte du manteau, un nouveau plancher océanique se forme. Cette croûte fraîche s'écarte, entraînant les continents avec elle, comme des passagers sur un immense et lent radeau. Là où les plaques océaniques rencontrent les continentales, la croûte océanique, plus dense, plonge de nouveau dans les profondeurs de la planète, bouclant ainsi le cycle de recyclage. Ce système géologique mondial joue un rôle clé dans la régulation du climat terrestre, en contrôlant la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Lorsque la teneur en dioxyde de carbone s'élève, il se dissout dans l'eau de pluie, formant un acide carbonique faible, ce qui intensifie les processus d'altération des roches. Au cours de cette altération, le dioxyde de carbone est extrait de l'atmosphère et se conserve sous forme de calcaire et d'autres formations sédimentaires. Lorsque la concentration de dioxyde de carbone baisse, l'affaiblissement des processus d'altération permet aux émissions volcaniques de restaurer progressivement son niveau dans l'atmosphère. En l'absence de tectonique des plaques, notre planète serait devenue inhabitable il y a des milliards d'années. Le dioxyde de carbone aurait pu soit s'accumuler dans l'atmosphère à un point tel qu'un effet de serre incontrôlable aurait transformé la Terre en un équivalent de Vénus, où la température de surface est capable de faire fondre le plomb. Soit il se serait retrouvé piégé à jamais dans les roches, condamnant la planète à une glaciation éternelle, au cours de laquelle l'effet de serre n'aurait pas pu maintenir l'eau à l'état liquide. Vénus et Mars sont toutes deux dépourvues de tectonique des plaques actives, et les deux planètes sont devenues inhabitables, bien que pour des raisons radicalement opposées. L'atmosphère de Vénus contient une quantité excessive de dioxyde de carbone, ce qui y génère une température de surface de plus de 480 degrés Celsius. Mars, en revanche, a perdu la majeure partie de son dioxyde de carbone, qui s'est échappé dans l'espace, car la planète était dépourvue d'un système géologique de recyclage capable de renouveler les gaz atmosphériques. La tectonique des plaques contribue également à la concentration d'éléments nutritifs et de minéraux vitaux dans des lieux accessibles aux organismes vivants. Les collisions de plaques tectoniques donnent naissance à des chaînes de montagnes, ce qui met en affleurement de nouvelles roches. Celles-ci, en s'altérant, libèrent alors du phosphore, de l'azote et d'autres éléments indispensables à la vie. Par ailleurs, l'activité volcanique aux frontières des plaques fait remonter des profondeurs de la Terre des matériaux, favorisant la formation de sols fertiles et de gisements de minéraux précieux. Le déplacement des continents a ainsi guidé l'évolution de la vie, en créant et en détruisant des ponts terrestres entre les différentes régions.
lorsque les continents s'écartaient, les populations d'organismes se retrouvaient isolées et évoluaient alors de manière distincte. À l'inverse, lors des collisions continentales, des espèces auparavant isolées entraient en compétition et se croisaient, ce qui accélérait considérablement le rythme des changements évolutifs. En outre, la tectonique des plaques génère le champ magnétique terrestre en animant le fer en fusion dans le noyau externe de notre planète. Ce bouclier magnétique dévie les rayonnements solaires mortels et protège l'atmosphère d'être emportée par le vent solaire. Mars, dépourvu de tectonique des plaques actives, a perdu au fil des milliards d'années une grande partie de son atmosphère, emportée dans l'espace. Le processus de recyclage de la croûte océanique joue également un rôle clé dans le maintien de l'équilibre chimique de l'eau de mer. Lorsque les plaques océaniques plongent dans le manteau, elles entraînent avec elles le sel et d'autres substances dissoutes. En retour, l'activité volcanique sous-marine restitue ces éléments aux océans, mais dans des proportions différentes, ce qui empêche une salinisation excessive ou un déséquilibre chimique qui rendrait l'eau impropre à la vie. À l'échelle des temps géologiques, la tectonique des plaques influence même les conditions climatiques en modifiant la disposition des continents et des océans. La configuration actuelle des continents assure la circulation globale des courants océaniques qui distribuent la chaleur de l'équateur vers les pôles et adoucissent ainsi le climat de notre planète. La vitesse de déplacement des plaques semble parfaitement calibrée pour le maintien de la vie. Un mouvement trop rapide provoquerait des cataclysmes géologiques constants, entravant le développement d'écosystèmes stables. Trop lent, et le système de recyclage géologique ne serait pas en mesure de maintenir la composition chimique de l'atmosphère et des océans dans des limites propices à la vie. Ce système planétaire est le 17e grand concours de circonstances qui rend la vie possible, fonctionnant en parfaite harmonie avec les processus atmosphériques. Pendant 4,5 milliards d'années, l'atmosphère terrestre a maintenu exactement le rapport de gaz à effet de serre qui était nécessaire pour que la planète reste suffisamment chaude pour l'existence d'eau liquide, sans toutefois surchauffer au point de provoquer un effet de serre incontrôlable. La concentration de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre clé, a considérablement varié tout au long de l'histoire. Cependant, notre planète a d'une manière ou d'une autre évité aussi bien le surchauffement catastrophique qui a transformé Vénus en un four ardent, que la glaciation mondiale qui aurait pu la figer éternellement sous la glace. À l'aube de l'existence du système solaire, notre étoile était 25% moins lumineuse qu'aujourd'hui. Un tel faible rayonnement solaire aurait dû entraîner le gel des océans et la formation d'une calotte glaciaire mondiale, laquelle aurait réfléchi tellement de lumière que la Terre n'aurait plus jamais pu se réchauffer. Cependant, l'atmosphère primitive de notre planète contenait beaucoup plus de dioxyde de carbone, ce qui créait un puissant effet de serre qui compensait le manque de chaleur solaire. Au fur et à mesure que le Soleil devenait progressivement plus lumineux au fil des milliards d'années, le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère diminuait avec une précision presque parfaite nécessaire au maintien d'une température stable. Cet équilibre parfait exigeait une synchronisation d'une précision incroyable. Si la concentration de dioxyde de carbone diminuait trop rapidement, la Terre se serait figée. Si elle diminuait trop lentement, notre planète aurait surchauffé, reproduisant le destin de Vénus. Le mécanisme qui assure cette délicate régulation est lié à l'altération des roches, un processus qui s'accélère lorsque la température augmente et ralentit lorsqu'elle diminue. Des températures plus élevées intensifient l'évaporation et les précipitations et accélèrent les réactions chimiques par lesquelles le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de pluie. Cette eau, chargée d'acide carbonique, réagit avec les roches, éliminant ainsi le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stockant dans le calcaire et d'autres minéraux. Ainsi, lorsque la Terre se réchauffe, l'altération renforcée extrait davantage de dioxyde de carbone de l'atmosphère, entraînant,
un refroidissement de la planète. Lorsque la température chute, le processus d'altération ralentit, permettant aux émissions volcaniques d'accumuler progressivement du dioxyde de carbone et de réchauffer à nouveau la planète. Ce thermostat naturel a fonctionné sans faille pendant des milliards d'années, et les périodes glaciaires des 2 derniers millions d'années en sont une démonstration éloquente. Durant les époques glaciaires, d'énormes masses d'eau s'accumulaient dans les calottes glaciaires continentales, provoquant une baisse du niveau des océans de plus de 120 mètres et exposant de vastes étendues du plateau continental. Cela entraînait une altération accrue des roches qui extrayaient l'excès de dioxyde de carbone de l'atmosphère et contribuait au maintien de conditions climatiques froides. Durant les périodes interglaciaires, à l'inverse, la remontée du niveau de la mer submergeait les plateaux continentaux, réduisant ainsi la surface d'altération. Cela permettait à la concentration de dioxyde de carbone d'augmenter progressivement, conduisant finalement à un réchauffement et à la fin d'une ère glaciaire. De plus, tout ce cycle était régi avec une précision stupéfiante par de minimes fluctuations de l'orbite terrestre autour du Soleil. Les autres gaz à effet de serre étaient eux aussi maintenus dans des limites étroites, garantissant l'habitabilité de la planète. La vapeur d'eau, le gaz à effet de serre le plus répandu, voit sa concentration augmenter lorsque la température monte et diminuer lorsqu'elle baisse, formant ainsi une boucle de rétroaction. Celle-ci amplifie les petites fluctuations de température sans jamais leur permettre d'atteindre des valeurs extrêmes. Le méthane, dont la capacité à retenir la chaleur est 25 fois supérieure à celle du dioxyde de carbone, est produit par l'activité biologique et dégradé par les réactions chimiques dans l'atmosphère. L'équilibre entre sa production et sa dégradation est demeuré suffisamment stable pour éviter aussi bien un emballement de l'effet de serre qu'une perte totale de ce précieux gaz réchauffant pour la planète. Même la chronologie des changements clés dans l'atmosphère semble parfaitement en accord avec le cours de l'évolution. La grande oxydation, ou catastrophe de l'oxygène, a eu lieu après l'apparition des cyanobactéries productrices d'oxygène, mais avant celle des organismes complexes pour lesquels l'oxygène était vital. Cela a donné à la planète le temps de s'adapter à une nouvelle chimie atmosphérique sans provoquer d'extinction massive des formes de vie dépendantes de l'oxygène, qui n'existait tout simplement pas à ce moment-là. Cet équilibre délicat de gaz à effet de serre peut être considéré comme le 18e des grandes coïncidences qui ont permis à la Terre de rester habitable. Cependant, c'est précisément le cadre temporel de l'apparition de la vie complexe qui révèle un aspect encore plus étonnant du fonctionnement de notre planète. Le développement des organismes complexes sur Terre s'est déroulé dans une fenêtre temporelle étroite qui se rétrécit rapidement du fait que notre Soleil, chaque million d'années, devient plus chaud et plus lumineux. Les étoiles, à l'image de notre Soleil, suivent un cycle de vie prévisible, au cours duquel leur luminosité augmente progressivement sur des milliards d'années. Aujourd'hui, le Soleil émet 10% d'énergie en plus qu'à l'époque de l'apparition de la vie sur Terre. Et sa luminosité continuera de croître jusqu'à ce que, dans environ 5 milliards d'années, il ne se transforme en géante rouge, ce qui entraînera l'évaporation des océans et de l'atmosphère de notre planète. Cependant, la vie complexe n'aura pas disposé de 5 milliards d'années pour évoluer. L'accroissement constant de la luminosité solaire signifie que la Terre deviendra inhabitable bien plus tôt. D'ici 1 milliard d'années environ, le réchauffement solaire accru déclenchera un effet de serre irréversible qui évaporera les océans et emportera l'atmosphère dans l'espace, transformant la Terre en une sorte de Vénus. Cette circonstance établit une sorte de date limite cosmique pour le processus évolutif. Depuis son apparition, la vie a eu environ 3,5 milliards d'années pour développer l'intelligence et la technologie avant que la planète ne devienne inhabitable. Il est frappant de constater que la vie complexe est apparue et a engendré l'intelligence pratiquement au dernier moment possible pour respecter les délais impartis. Pendant les 2 premiers milliards d'années de l'histoire terrestre, la vie est restée simple et microscopique.
bactéries et algues régnaient sur la planète. Des cellules plus complexes, dotées de noyaux, ne sont apparues qu'il y a environ 2 milliards d'années. Et les organismes multicellulaires, avec des tissus et des organes spécialisés, ne sont apparus qu'il y a 600 millions d'années, utilisant la quasi-totalité du temps disponible pour une évolution complexe. Le règne animal a connu une explosion de diversité durant la période cambrienne, il y a 540 millions d'années, lorsque furent établis presque tous les principaux types d'organisations corporelles existant encore aujourd'hui. Ce saut évolutif s'est produit précisément au moment où les conditions sur Terre sont devenues suffisamment stables pour soutenir des écosystèmes complexes. L'intelligence, quant à elle, n'est apparue que plus tard. Chez les ancêtres de l'homme, elle est apparue il y a seulement quelques millions d'années, peu de temps avant que le rayonnement solaire ne rende la planète trop chaude pour la vie. Les humains modernes n'ont maîtrisé l'agriculture et créé des technologies qu'au cours des 10 000 dernières années, ce qui représente une période de temps infime comparée aux milliards d'années d'existence de la vie. L'émergence de la raison s'avère être un résultat évolutif rare et difficile à atteindre. Malgré des milliards d'années d'évolution et d'innombrables espèces, une seule lignée d'êtres vivants sur Terre a développé une intelligence capable d'appréhender l'univers et de créer des technologies pour explorer l'espace. Cela suggère que la raison pourrait être un aboutissement évolutif extrêmement improbable, nécessitant pour son développement des conditions tout à fait particulières. Ainsi, la plupart des planètes pourraient ne jamais donner naissance à une vie intelligente, même avec des milliards d'années devant elles. La synchronicité des événements est d'autant plus surprenante si l'on considère que l'intelligence humaine s'est développée durant l'ère glaciaire, une époque d'instabilité climatique qui a créé une pression évolutive favorisant l'augmentation du volume cérébral et le perfectionnement des outils. Ces mêmes défis climatiques qui ont servi de catalyseur à l'évolution humaine sont liés à des changements à long terme de l'orbite et de l'atmosphère de la Terre, qui, à terme, la rendront inhabitable. L'humanité moderne a développé les technologies spatiales précisément au moment où notre planète entrait dans le dernier milliard d'années de sa période habitable. Cette conjoncture temporelle offre à notre espèce la possibilité potentielle de quitter la Terre et de migrer vers d'autres mondes avant qu'elle ne devienne trop chaude, mais seulement à condition que nous poursuivions notre développement technologique aux rythmes actuels. Cette étroite fenêtre pour une évolution complexe est la 19e grande coïncidence dans l'histoire de la Terre. L'exceptionnalité de l'intelligence nous pousse à une profonde réflexion sur la fréquence à laquelle la vie, dans l'univers, parvient au niveau de la conscience. Au cours de 4 milliards d'années d'évolution sur Terre, une intelligence capable de comprendre l'ordonnancement du monde n'est apparue qu'une seule fois. Cet état de fait permet de supposer que la conscience pourrait se révéler être un phénomène des plus rares dans le cosmos. Car la vie elle-même est apparue sur notre planète presque instantanément à l'échelle géologique, il y a environ 3,5 milliards d'années, engendrant depuis lors des millions d'espèces avec d'innombrables adaptations. Et pourtant, seule une espèce a réussi à développer les capacités cognitives pour construire des télescopes, déchiffrer l'ADN et s'interroger sur sa propre place dans l'univers. Cela suggère que bien que la vie puisse être répandue dans le cosmos, l'intelligence est, selon toute probabilité, une incroyable rareté. De nombreuses voies évolutives mènent à une survie florissante, sans nécessiter ni un grand cerveau, ni des processus de pensée complexes. Les bactéries ont prospéré pendant des milliards d'années sans être dotées de raison, et les insectes dominent les écosystèmes terrestres en s'appuyant sur leurs instincts plutôt que sur une pensée consciente. Même parmi les animaux dotés d'un système nerveux, une intelligence élevée demeure l'apanage de quelques branches évolutives seulement. Les dauphins, les éléphants et certains primates font preuve de conscience de soi et d'une capacité à résoudre des problèmes.
mais aucun d'eux n'a créé un langage suffisamment complexe pour accumuler des connaissances entre les générations, ni de technologies capables de modifier fondamentalement leur environnement. L'évolution de l'intelligence humaine n'a été possible qu'en raison d'une séquence incroyablement spécifique de facteurs écologiques et de changements génétiques. Nos ancêtres vivaient dans les forêts africaines qui, avec le temps, ont cédé la place aux savanes, les obligeant ainsi à s'adapter à la vie dans des espaces ouverts. Cette transition a favorisé le développement de la bipédie, l'utilisation d'outils et la coopération sociale. Tout cela a propulsé l'accroissement du volume du cerveau. L'instabilité climatique lors des périodes glaciaires a exercé une pression évolutive supplémentaire, contribuant ainsi au progrès cognitif, puisqu'un environnement en mutation rapide récompensait la flexibilité, la planification et l'apprentissage culturel plutôt que des instincts rigides. L'émergence du langage fut une autre percée improbable, qui a définitivement séparé les humains des autres espèces intelligentes. Le langage permet d'accumuler des connaissances de génération en génération, déclenchant ainsi un mécanisme d'évolution culturelle qui opère beaucoup plus vite que l'évolution biologique. Cette accélération culturelle a donné à l'humanité la capacité de développer l'agriculture, l'écriture, puis la science et la technologie. Pourtant, même après son apparition, la survie de l'intelligence n'était pas garantie. Les anciennes populations humaines se sont retrouvées à maintes reprises au bord de l'extinction. L'analyse génétique révèle que tous les humains modernes descendent d'une population qui, il y a environ 70 000 ans, aurait pu compter moins de 10 000 individus. La rareté de l'intelligence sur Terre a de profondes implications pour la recherche de vie extraterrestre. Bien que la vie simple puisse exister sur une multitude de mondes à travers la galaxie, les civilisations capables de communication interstellaire pourraient être séparées par des distances colossales et des intervalles de temps gigantesques. Imaginez un instant, la civilisation humaine n'existe que depuis environ 10 000 ans sur les 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre. Si l'intelligence sur d'autres mondes apparaît aussi rarement, alors la probabilité que deux civilisations coexistent simultanément, étant suffisamment proches pour entrer en contact, devient infime. De plus, le développement de l'intelligence semble exiger des conditions planétaires très spécifiques, qui pourraient être rares dans l'univers. Le climat stable de la Terre, la présence d'une grande lune, d'un champ magnétique protecteur et sa position dans la zone habitable de la galaxie. Tout cela a contribué à la création d'un environnement où l'intelligence a pu évoluer et survivre. L'unicité de l'intelligence humaine sur Terre ne représente qu'une des grandes coïncidences dans la série d'événements qui ont mené à l'émergence de la conscience. Pour évaluer à quelle fréquence un tel phénomène pourrait se produire dans d'autres recoins de l'univers, en 1961, l'astronome Frank Drake a élaboré une équation. Celle-ci tente de calculer combien de civilisations capables de communiquer existent dans notre galaxie et démontre clairement combien de facteurs improbables doivent concorder pour que l'intelligence apparaisse. L'équation de Drake multiplie 7 variables différentes. La vitesse de formation des étoiles, la proportion d'étoiles possédant des planètes, le nombre de planètes habitables dans un système, la proportion de planètes où la vie émerge, la part de celles où l'intelligence se développe, le pourcentage de civilisations créatrices de technologies et leur durée d'existence moyenne. Lorsque Drake a proposé sa formule pour la première fois, les astronomes ne savaient pratiquement rien des planètes en orbite autour d'autres étoiles. Aujourd'hui, les télescopes spatiaux ont découvert plus de 5000 exoplanètes, prouvant que les systèmes planétaires sont largement répandus dans la galaxie. Selon les dernières données, presque chaque étoile possède au moins une planète et de nombreux astres sont entourés de systèmes de mondes entiers. Cependant, la recherche de planètes potentiellement habitables s'est avérée une tâche bien plus complexe. La plupart des exoplanètes découvertes sont soit des géantes gazeuses, semblables à Jupiter,
soit des mondes rocheux qui orbitent trop près de leur étoile pour que l'eau liquide puisse exister à leur surface. Les rares planètes de type terrestre découvertes dans les zones habitables orbitent souvent autour de naines rouges qui les bombardent de radiations mortelles ou les maintiennent en verrouillage gravitationnel, les condamnant à un jour éternel d'un côté et à une nuit éternelle de l'autre. Pour qu'une planète soit considérée comme propice à la vie, elle doit satisfaire à toute une série de critères dépassant la simple température adéquate et la composition atmosphérique. La tectonique des plaques, la présence d'un satellite majeur pour stabiliser son axe, un champ magnétique protecteur, l'existence d'une géante gazeuse la protégeant des astéroïdes et son positionnement dans une région tranquille de la galaxie jouent un rôle clé. Lorsque les astronomes appliquent cet ensemble de conditions, le nombre de planètes véritablement similaires à la Terre diminue drastiquement. Et certains calculs montrent que des mondes réunissant toutes les conditions préalables à une vie complexe pourraient être séparés par des centaines, voire des milliers d'années-lumière. L'abiogenèse demeure toujours l'un des plus grands mystères scientifiques. Malgré des décennies de recherches intenses, les scientifiques n'ont jamais réussi en laboratoire à créer des molécules autoréplicatives à partir de composés chimiques inorganiques. Ce fait suggère que l'apparition de la vie pourrait être un phénomène extrêmement rare, qui ne se concrétise que sur un pourcentage infime de planètes formellement aptes. L'évolution de l'intelligence, à en juger par l'histoire de notre planète, apparaît comme un processus encore plus improbable. Il a fallu plus de 2 milliards d'années pour que des bactéries simples évoluent en cellules complexes à noyaux, et 1 milliard d'années supplémentaires se sont écoulées avant l'émergence des organismes multicellulaires. Quant à l'intelligence, elle n'est apparue qu'au tout dernier instant de l'histoire biologique de la Terre et ne s'est manifestée que chez une seule espèce parmi les millions ayant jamais peuplé la planète. L'émergence d'une civilisation technologique ajoute un degré d'improbabilité supplémentaire. L'humanité n'a maîtrisé l'agriculture qu'il y a seulement 10 000 ans et les technologies industrielles, elles, ne datent que de ces derniers siècles. Une multitude de facteurs, des catastrophes climatiques aux chutes d'astéroïdes, en passant par l'effondrement social, auraient pu aisément interrompre ce fragile développement technologique à n'importe quelle étape de son parcours. Le dernier paramètre de la célèbre équation de Drake s'interroge sur la longévité des civilisations technologiques avant qu'elles ne s'autodétruisent ou ne soient balayées de la surface de la planète par des cataclysmes naturels. L'histoire de la civilisation humaine ne représente que moins d'un 100 millième de toute l'histoire de la Terre. Mais en ce court laps de temps, nous avons déjà créé des armes capables d'anéantir notre espèce et des technologies provoquant des changements climatiques irréversibles. Les calculs modernes, utilisant des données actualisées pour l'équation de Drake, conduisent à une conclusion pessimiste. La Terre pourrait être la seule planète de notre galaxie où la vie intelligente existe actuellement. Soudain, même si la vie en tant que telle est répandue dans l'univers, la séquence unique d'événements qui a conduit à l'émergence d'une civilisation technologique pourrait être si rare qu'elle ne se produit dans une galaxie moins d'une fois tous les milliards d'années. Ce sentiment de solitude cosmique pourrait expliquer pourquoi nos années de recherche d'intelligence extraterrestre n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat. Nous sommes probablement seuls, non pas parce que la vie est impossible sur d'autres mondes, mais parce que la voie menant des organismes les plus simples à une société technologique est infiniment plus complexe que nous ne l'imaginions autrefois. La recherche de voisins cosmiques est, en substance, une tentative de l'humanité de percer le mystère de cette grande coïncidence qui a rendu possible notre propre avènement. Or, certains scientifiques avancent une hypothèse encore plus radicale pour expliquer notre apparente singularité, la théorie du multivers. Cette conception suggère que notre monde n'est que l'un parmi une multitude innombrable d'autres, chacun doté de ses propres lois physiques et constantes. Dans un tel modèle,
notre cosmos idéalement propice à la vie cesse d'être une coïncidence incroyable pour devenir un résultat statistiquement inévitable. Imaginez une infinité d'univers apparaissant les uns après les autres, où dans chacun, les valeurs des forces fondamentales sont définies aléatoirement, telles que la gravité, l'électromagnétisme et les interactions nucléaires. Dans la grande majorité de ces mondes, les constantes physiques seraient incompatibles avec la formation de la matière, d'atomes stables, la combustion des étoiles ou la création de molécules complexes, les rendant absolument dépourvus de vie. Dans certains univers, la gravité pourrait être si puissante que les étoiles s'effondreraient en trous noirs immédiatement après leur naissance, sans avoir le temps de synthétiser les éléments lourds. Dans d'autres univers, à l'inverse, la gravité serait si faible que les nuages de gaz n'auraient jamais pu se condenser pour former des étoiles, ne laissant derrière eux que des espaces sombres et vides, privés de lumière et d'énergie. Dans des univers où les forces électromagnétiques auraient des paramètres différents, les atomes, peut-être, ne pourraient pas se maintenir ensemble, où les électrons ne formeraient pas de liaison stable avec les noyaux, ce qui rendrait toute chimie impossible. La table périodique des éléments qui nous est familière n'existerait tout simplement pas, et sa place serait occupée par des interactions atomiques radicalement différentes, incapables de maintenir des structures complexes. Si les forces nucléaires avaient d'autres valeurs, cela empêcherait la formation du carbone, de l'oxygène et des autres éléments qui sont le fondement même de la vie. Les étoiles pourraient brûler trop vite et trop intensément pour offrir une source d'énergie stable, ou bien le cœur de ces astres ne déclencherait jamais la fusion nucléaire, condamnant ainsi les planètes potentielles à un froid et une obscurité éternelle. Et pourtant, si l'on admet l'existence d'un nombre infini d'univers avec des constantes physiques aléatoires, il est statistiquement inévitable que des univers apparaissent où toutes les valeurs se sont révélées appropriées à la formation de la matière, des étoiles, des planètes et, en fin de compte, de la vie. Nous nous trouvons dans un de ces univers rares et hospitaliers, non pas parce qu'il a été créé spécialement pour nous, mais parce que dans n'importe quel autre, nous n'aurions tout simplement pas pu émerger. Ce raisonnement dit anthropique explique notre chance cosmique, sans avoir recours à l'idée d'une conception supérieure ou d'une chance incroyable. Le concept de multivers trouve sa confirmation dans plusieurs domaines de la physique moderne. Par exemple, la théorie de l'inflation cosmique suppose que notre univers observable n'est qu'un parmi une multitude de bulles formées dans l'espace illimité après le Big Bang. De plus, chacune de ces bulles peut posséder des lois physiques uniques. À son tour, la théorie des cordes, qui s'efforce d'unifier toutes les forces de la nature, prédit un nombre colossal d'univers possibles avec différentes configurations de dimensions supplémentaires et de particules fondamentales. Le formalisme mathématique de la théorie des cordes postule l'existence d'un paysage comptant de l'ordre de 10 puissance 500 univers probables. Ce nombre est si immense que l'émergence de mondes où la vie est possible devient hautement probable. Le concept de monde multiple est également soutenu par la mécanique quantique à travers son interprétation des mondes multiples selon laquelle chaque mesure génère des réalités parallèles réalisant tous les résultats possibles, créant ainsi un arbre infini d'univers avec toutes les histoires imaginables et toutes les variantes de l'avenir. Néanmoins, la théorie du multivers se heurte à des difficultés fondamentales. De par sa définition même, les autres univers se trouvent au-delà de notre observation et de toute vérification directe, ce qui sort cette hypothèse du cadre de la méthode scientifique. Les critiques font remarquer qu'une explication fondée sur un nombre infini de mondes inobservables n'est guère plus satisfaisante que l'idée d'un quelconque créateur cosmique. De plus, cette théorie ne répond pas à la question de savoir pourquoi notre univers est ajusté non seulement pour la vie, mais pour cette forme de vie spécifique, complexe et durable
qui a pu évoluer sur Terre. Même si l'on admet l'existence d'une multitude de mondes propices à la vie, la plupart d'entre eux ne supporteraient probablement que les formes d'existence les plus rudimentaires, et non cette biosphère étonnamment riche que nous observons autour de nous. Certains scientifiques estiment que l'ajustement fin apparent pourrait avoir une explication plus simple, sans recourir à l'idée d'un multivers. Peut-être les constantes fondamentales sont-elles interconnectées par des lois physiques plus profondes, qui leur dictent des valeurs favorables à l'apparition de la vie. Ainsi, le multivers n'est qu'une des solutions de l'énigme de la grande coïncidence qui a rendu notre existence possible. Le principe anthropique propose une autre approche à cette problématique. Son essence réside dans le fait que l'univers nous semble parfaitement adapté à la vie pour la simple et bonne raison que seuls des observateurs conscients, capables de l'étudier, auraient dit pu émerger dans un tel univers. Ce raisonnement se referme en une boucle logique, élégante. Nous nous découvrons dans un monde qui nous convient parfaitement, car dans tout autre monde, nous n'aurions tout simplement pas existé pour faire de telles observations. Le questionnement lui-même sur les causes d'un tel agencement cosmique est peut-être dénué de sens, à l'instar des questions sur la raison pour laquelle l'eau est mouillée ou sur le fait qu'un triangle possède 3 côtés. Le principe anthropique faible énonce que nous percevons l'univers comme propice à la vie, et ce, uniquement parce que notre propre existence, en tant qu'observateur, l'exige. Cette formulation explique notre fortune cosmique sans avoir recours ni à l'idée d'un dessein supérieur, ni à l'hypothèse d'une multitude de mondes. Nous sommes ici et remarquons cette finesse de réglage précisément parce qu'elle était une condition nécessaire à notre apparition. Cependant, ce cheminement de pensée mène à des conclusions intrigantes quant à la nature de la réalité et de l'observation elle-même. Si les observateurs conscients jouent un rôle clé dans la détermination de l'univers précis que nous percevons, alors la conscience elle-même pourrait ne pas être un simple sous-produit d'une matière complexe, mais une propriété fondamentale de la réalité. Le principe anthropique fort pousse cette idée encore plus loin, en suggérant que l'univers est tenu de posséder des propriétés permettant le développement de la vie, car l'existence d'observateurs est, d'une certaine manière, nécessaire à l'existence même de la réalité. Cette idée s'entrelace étroitement avec la mécanique quantique, où l'acte d'observation joue un rôle décisif dans la détermination des issues physiques. Selon certaines interprétations de la mécanique quantique, l'univers demeure dans une superposition de tous les états possibles jusqu'à ce qu'une observation consciente ne fasse collapser cette superposition en une seule et unique réalité observable. De ce point de vue, les observateurs ne se contentent pas de contempler passivement le monde, mais participent aussi activement à la création de la réalité qu'ils perçoivent. C'est précisément cette dépendance à l'égard de l'observateur qui pourrait expliquer pourquoi l'univers nous semble conçu pour la conscience. Il est possible que les mondes sans observateur n'atteignent jamais une existence pleine et entière, demeurant de simples potentialités irréalisées dans une superposition quantique infinie. Le principe anthropique nous pousse également à nous interroger sur l'avenir de la conscience dans l'univers. Si les observateurs sont nécessaires à l'existence de la réalité, alors la mort thermique finale de notre monde et la disparition de toute vie consciente signifieraient non seulement la fin de la conscience, mais aussi la fin de la réalité elle-même en tant que telle. Certains cosmologistes avancent l'hypothèse que des civilisations hautement développées pourraient survivre à la mort thermique de l'univers, en trouvant des moyens de maintenir leur conscience même après l'extinction des étoiles. Ces observateurs éternels maintiendraient l'existence de la réalité par le simple fait de leur présence et de leur conscience. Ce principe devient encore plus curieux si l'on l'applique à l'évolution de l'intelligence humaine. Il n'est pas exclu que l'émergence rapide de la conscience sur Terre n'était pas le fruit du hasard, mais une conséquence nécessaire
dans tout univers capable de supporter des observateurs. Dans ce cas, l'intelligence pourrait n'être non pas un caprice évolutionniste improbable, mais un résultat inévitable de l'action des lois physiques. Cependant, le principe anthropique explique difficilement pourquoi notre monde est optimisé, non pas pour n'importe quelle forme de conscience, mais pour une intelligence complexe, orientée vers la science, inhérente à l'être humain. De nombreuses formes plus simples de conscience pourraient satisfaire à l'exigence de la présence d'observateurs, sans nécessiter ces capacités cognitives complexes qui nous permettent d'étudier la cosmologie. Le principe ne répond pas non plus à la question de l'apparent réglage, fin d'une multitude de constantes physiques, qui semblent superflues pour le maintien d'une conscience élémentaire. Il demeure un mystère de savoir pourquoi l'univers est calibré de telle manière à engendrer non seulement la conscience, mais toute cette riche diversité de la chimie, de la biologie et de la physique que nous observons. Les sceptiques considèrent le principe anthropique comme une forme de raisonnement tautologique et non scientifique. Selon eux, il explique l'ordre observé de l'univers par le simple fait que cet ordre est une condition nécessaire à l'explication même. À leur avis, la méthode scientifique devrait se concentrer sur la recherche de mécanismes causaux plutôt que sur des déductions logiques fondées sur notre propre statut d'observateur. Le principe anthropique n'est que l'une des façons d'appréhender la 23e grande coïncidence, l'émergence de la conscience au sein du vivant. Or, au sein de la communauté scientifique, des hypothèses bien plus audacieuses concernant la nature fondamentale de notre réalité ont été formulées. Ces théories suggèrent que la vie pourrait exister sous des formes radicalement différentes de celles qui nous sont connues. Bien que la biologie terrestre soit entièrement fondée sur la chimie du carbone, les scientifiques ont théoriquement postulé l'existence de systèmes biochimiques alternatifs. De tels systèmes pourraient soutenir la vie dans des environnements absolument hostiles à toute forme de vie telle que nous la concevons. Par exemple, le silicium, plus proche analogue chimique du carbone, est capable de former de longues chaînes moléculaires dont la structure est comparable à celle des polymères biologiques. La vie à base de silicium pourrait prospérer dans des conditions de température extrêmement élevées, où les molécules de carbone se désintègrent, disons, sur les surfaces en fusion de planètes qui orbitent près de leurs étoiles, ou au cœur des atmosphères des géantes gazeuses. Néanmoins, la chimie du silicium présente des limites importantes qui la rendent moins souple que celle du carbone. Les liaisons silicium sont plus faibles et perdent leur stabilité en présence d'eau, ce qui restreint l'habitat d'une telle vie au monde aride ou exige la présence de solvants liquides autres que l'eau. Dans des conditions de très basse température, là où l'eau se fige en glace, son rôle de solvant universel pourrait être assumé par l'ammoniac. Cette substance demeure à l'état liquide à des températures allant jusqu'à -78 degrés Celsius, ce qui permet théoriquement aux processus biochimiques de se dérouler sur des planètes glaciales éloignées de leur Soleil. Par exemple, sur Titan, la plus grande lune de Saturne, il existe des lacs entiers de méthane et d'éthane liquide, qui pourraient servir de berceau à des organismes exotiques. Certains chercheurs envisagent la possibilité de formes de vie plasmiques, qui pourraient habiter les atmosphères brûlantes des étoiles ou les champs magnétiques des planètes géantes. De telles créatures ne seraient pas composées de la matière que nous connaissons, mais de structures organisées de particules chargées, et leur complexité serait assurée non pas par des liaisons chimiques, mais par des interactions électromagnétiques. Une autre possibilité hypothétique serait la vie cristalline, capable de stocker et de traiter l'information dans la structure atomique des minéraux plutôt que dans des molécules organiques. La vie quantique pourrait théoriquement exister sous forme de structures stables basées sur l'intrication quantique. De tels organismes stockeraient et traiteraient de l'information par le biais d'effets quantiques plutôt que par des réactions chimiques et résideraient directement dans le vide,
demeurant invisible au système basé sur la matière ordinaire. La vie machine offre une autre alternative, dans le cadre de laquelle l'intelligence artificielle est capable d'évoluer et de se reproduire sans aucun lien avec son origine biologique. Même sans sortir du cadre de la chimie du carbone, des scénarios biochimiques alternatifs sont envisageables, utilisant des codes génétiques différents. L'existence de protéines dotées d'un ensemble d'acides aminés non standards ou de mécanismes de métabolisme et de reproduction fondamentalement différents prouve que la biologie terrestre n'est qu'une des multiples solutions au défi d'organiser la matière en système capable de s'auto-reproduire et d'évoluer. L'étude des conditions extrêmes sur notre planète, où la vie a été découverte dans des environnements auparavant jugés absolument dépourvus de vie, stimule la recherche de voies biochimiques alternatives. Des organismes prospèrent dans l'eau bouillante, dans un acide qui ronge le métal, dans des solutions salines d'une concentration mortelle et profondément sous terre, dans des roches où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Ces organismes extrémophiles sont la preuve que la vie est bien plus adaptative que nous ne le pensions, et ils suggèrent qu'elle pourrait exister même dans des conditions absolument extraterrestres. La découverte de la vie dans les recoins les plus inhospitaliers de la Terre a considérablement élargi notre conception des zones habitables autour d'autres étoiles, en y incluant des options auparavant rejetées. Cependant, toute biochimie alternative doit résoudre les mêmes problèmes fondamentaux que la biochimie carbonée: comment stocker l'information, comment obtenir de l'énergie de l'extérieur et comment se reproduire avec une précision suffisante pour la survie de l'espèce, mais avec une variabilité suffisante pour l'évolution. L'étude des formes de vie alternatives est, par essence, une tentative de l'humanité de déterminer si la 24e grande coïncidence, la biochimie du carbone, est bel et bien le seul chemin possible vers l'émergence d'une vie complexe, ou si d'autres solutions sont répandues dans l'univers. Dans le même temps, certains scientifiques émettent l'hypothèse que toute notre réalité, avec toutes les formes de vie imaginables, pourrait faire partie d'une structure encore plus étonnante que nous pouvons l'imaginer. L'hypothèse de la simulation postule que notre univers, y compris la planète Terre, toute vie sur celle-ci et la conscience humaine elle-même, n'est rien de plus qu'un programme informatique. Ce programme, selon la théorie, est exécuté sur une plateforme technologique créée par une civilisation ultra développée. Le philosophe Nick Bostrom a développé cette idée, soutenant que si une civilisation quelconque atteignait un niveau lui permettant de créer des simulations détaillées d'êtres conscients, elle lancerait très probablement une multitude de telles simulations à des fins de recherche, de divertissement ou autres. Cela signifie que le nombre d'êtres conscients simulés finirait par dépasser considérablement celui des êtres apparus par évolution naturelle. Une telle situation rend statistiquement probable que tout observateur conscient, vous y compris, existe en réalité à l'intérieur d'une simulation informatique. Les progrès rapides dans le domaine des technologies informatiques démontrent clairement comment de telles simulations pourraient devenir une réalité. Les jeux vidéo modernes sont déjà capables de créer des mondes virtuels étonnamment réalistes, peuplés de personnages dotés d'une intelligence artificielle, et les systèmes de réalité virtuelle peuvent tromper les sens humains en les plongeant dans un environnement entièrement fictif. Si les capacités de calcul continuent de croître de manière exponentielle, les civilisations futures pourraient créer des ordinateurs capables de simuler des univers entiers avec une précision allant jusqu'au niveau quantique. De tels mondes simulés pourraient abriter des milliards de planètes, elles-mêmes simulées, avec des formes de vie dont la conscience serait indiscernable de celle d'êtres apparus naturellement. Les habitants d'une telle simulation n'auraient aucune possibilité de deviner la nature artificielle de leur réalité, à moins que leurs créateurs ne choisissent eux-mêmes de révéler cette information. Pourtant, les lois de la physique, de la chimie et de la biologie au sein de ce monde simulé seraient absolument cohérentes, puisqu'elles seraient programmées
pour suivre des règles définies, créant ainsi l'illusion parfaite d'un univers apparu naturellement. Cette conception explique également le soi-disant ajustement fin des constantes physiques nécessaires à l'existence de la vie. Si notre univers est une simulation, alors ses paramètres auraient été définis de manière délibérée par des programmeurs qui désiraient créer des phénomènes aussi fascinants que les étoiles, les planètes et les organismes vivants. Dans ce cas, ce réglage ne serait pas une surprenante coïncidence, mais bien une décision de conception consciente de la part de nos créateurs. L'hypothèse de la simulation, par ailleurs, propose une interprétation aux aspects énigmatiques de la mécanique quantique, où les particules semblent exister dans plusieurs états simultanément, tant qu'elles ne sont pas observées. Ce comportement n'est pas sans rappeler la manière dont les programmes informatiques économisent leurs ressources de calcul, en ne calculant l'état des objets en détail qu'au moment précis où ils sont mesurés. Certains scientifiques ont même suggéré des expériences pour tester cette hypothèse, qui consisterait à rechercher une sorte de pixelisation ou de simplification computationnelle aux plus petites échelles de l'espace-temps. Un peu à la manière d'une image numérique qui se désagrège lorsqu'elle est fortement agrandie. Cependant, toute vérification de cette théorie se heurte à des limites fondamentales, car des créateurs suffisamment avancés auraient très probablement conçu leur univers virtuel de telle sorte qu'il soit impossible de le distinguer de la réalité, en prévoyant tous les tests que ses habitants auraient pu inventer. Cette hypothèse soulève également de profondes questions sur la nature de la conscience et de l'identité de soi. Si vos pensées, vos souvenirs et votre expérience ne sont que de simples structures informationnelles dans un programme informatique, êtes-vous pour autant moins réel qu'un être humain issu de l'évolution? La conscience simulée est-elle identique à la conscience biologique ou est-ce simplement une imitation très convaincante? Même si nous existons bel et bien dans une simulation, cela ne rend pas notre réalité moins significative pour nous, en tant qu'êtres conscients. L'amour, la souffrance, les découvertes et la créativité resteront des expériences authentiques, peu importe où elles se déroulent, dans un cerveau biologique ou dans un code logiciel. La probabilité que nous soyons des êtres simulés, créés par des programmeurs avancés, constitue la manifestation ultime de l'hypothèse du dessein intelligent. Elle postule que non seulement la vie, mais toute la réalité pourrait être le produit d'une création intentionnelle d'un esprit qui dépasse de loin notre entendement. Et même si tel était le cas, notre existence au sein de ce programme n'en serait pas moins une réalisation remarquable. La création d'êtres conscients, curieux, capables de méditer sur leur propre existence et de chercher à en comprendre la nature même de la réalité. Mais, que notre réalité soit naturelle ou artificielle, notre présence dans l'univers nous impose des obligations qui vont bien au-delà des confins de la Terre. Peu importe l'origine de notre apparition, qu'il s'agisse d'un hasard cosmique, d'un dessein divin ou de l'œuvre de programmeurs de génie. L'humanité est désormais confrontée à une responsabilité primordiale, celle de préserver la conscience et la vie au-delà de notre planète natale, avant que celle-ci ne devienne inhabitable. Les conditions idéales qui ont permis à la vie de naître et de s'épanouir sur Terre ne sont pas éternelles. Dans environ 1 milliard d'années, l'intensification du rayonnement solaire provoquera un emballement de l'effet de serre, ce qui évaporera nos océans et anéantira notre atmosphère. Mais bien avant cela, des changements climatiques, la chute d'astéroïdes ou d'autres cataclysmes pourraient mettre un terme à notre civilisation et à toute forme de vie. Ce compte à rebours cosmique transforme l'exploration spatiale d'une simple opportunité fascinante en une nécessité vitale pour notre survie même. L'humanité doit donc développer les technologies nécessaires à l'établissement de colonies autosuffisantes sur d'autres mondes, et ce, dans le laps de temps relativement bref qu'il nous reste avant que la Terre ne devienne invivable. La recherche d'exoplanètes habitables révèle que les mondes semblables aux nôtres sont, en réalité,
extrêmement rares au sein de notre galaxie. La plupart des planètes sont des géantes gazeuses, des blocs de glace gelés ou des roches incandescentes orbitant trop près de leur étoile. Les quelques mondes potentiellement habitables qui ont été découverts se trouvent à des dizaines et des centaines d'années-lumière, ce qui exige des avancées révolutionnaires dans les technologies de voyage interstellaire. Toutefois, il se pourrait que les humains n'aient pas besoin de copies parfaites de la Terre pour fonder des civilisations prospères parmi les étoiles. Les percées modernes en génie génétique, en intelligence artificielle et dans la création de systèmes de survie ouvrent à notre espèce la voie à l'adaptation dans les conditions planétaires les plus diverses et qui seraient létales pour l'être humain ordinaire. Dans ce contexte, Mars apparaît comme le point de départ le plus réaliste pour transformer l'humanité en une civilisation multiplanétaire. Malgré son atmosphère raréfiée et ses températures extrêmement basses, la planète rouge regorge de réserves de glace d'eau, de dioxyde de carbone et de ressources minérales capables, grâce à des technologies de pointe, d'assurer la subsistance de colonies humaines. Bien sûr, au premier stade, les premières implantations martiennes dépendront entièrement des approvisionnements venant de la Terre. Cependant, avec le temps, elles pourront évoluer en communautés entièrement autonomes. L'expansion ultérieure à travers le système solaire deviendra possible grâce à la ceinture d'astéroïdes qui recèle des volumes colossaux de métaux rares et d'autres ressources précieuses. L'industrie spatiale pourra extraire ces matériaux pour la construction de stations rotatives gigantesques, recréant les conditions terrestres et évitant la nécessité de rechercher des planètes habitables. Pour atteindre les systèmes stellaires les plus proches, il faudra des vaisseaux interstellaires capables de transporter des populations humaines entières lors de voyages d'une durée de plusieurs centaines, voire de milliers d'années. Ces mondes arcs autonomes devront soutenir des écosystèmes complexes et assurer une stabilité sociale pendant des dizaines de générations. Cela nous confronte à des défis d'ingénierie et sociaux d'une complexité sans précédent qu'il nous faudra relever. Des systèmes d'intelligence artificielle avancés pourraient jouer un rôle clé dans l'expansion spatiale de l'humanité, en assumant les fonctions d'explorateurs, de spécialistes en terraformation, ainsi que de gardiens des connaissances accumulées et du patrimoine culturel. L'intelligence artificielle est capable de survivre dans des conditions mortelles pour les formes de vie biologiques et d'opérer sur des échelles de temps nécessaires à une colonisation interstellaire réussie. Le développement des technologies de transfert de conscience peut ouvrir à l'esprit humain la voie à une existence en dehors de l'enveloppe biologique, ce qui rendra possible des formes de voyages spatiaux et de colonisation planétaire inaccessibles aux êtres de chair et de sang. La conscience numérique pourra voyager entre les étoiles à la vitesse de la lumière et s'incarner dans des corps artificiels, conçus spécifiquement pour des conditions planétaires étrangères. Cependant, s'aventurer au-delà de la Terre impose à l'humanité de nouvelles obligations, car nous pourrions bien être la seule espèce intelligente de la galaxie. Il n'est pas exclu que nous soyons les uniques porteurs de conscience dans l'univers, aptes à sonder les lois de la nature, à créer art et culture, et à éprouver une profonde révérence devant la grandeur du cosmos. Si nous sommes vraiment seuls, ou presque seuls dans ce coin de l'univers, c'est alors de la survie et de l'expansion de l'humanité que dépend la pérennité de la raison dans cette portion du cosmos. Les décisions que nous prendrons dans les quelques siècles à venir pourraient déterminer si la conscience se propage parmi les étoiles ou si elle s'éteint à jamais avec notre planète natale le jour où celle-ci deviendra impropre à la vie. 26 grands concours de circonstances qui ont conduit à votre avènement ont engendré une espèce capable de prendre conscience de sa place dans le cosmos et de prendre des mesures pour préserver l'intelligence au-delà du berceau de l'humanité. Que ce soit l'accomplissement d'un dessein cosmique ou le plus grand accomplissement des processus naturels,
il nous incombe désormais l'incroyable privilège et la responsabilité de devenir les gardiens et les propagateurs de la conscience parmi les étoiles. Ainsi, votre existence dans cet univers parfaitement équilibré n'est pas qu'un heureux hasard dont il faut être reconnaissant, mais un véritable appel à l'action. Un appel qui nous engage à tout mettre en œuvre pour que l'étincelle de l'intelligence allumée sur Terre ne s'éteigne pas, mais qu'elle continue de rayonner dans toute la galaxie pendant des milliards d'années.